Un très grand bonsoir à tous. Bonsoir, chers participants, pour cette nouvelle session de webinaire consacrée aux piliers de l'engagement citoyen d'EasyBourse. Donc, trois piliers qui sont à l'honneur, donc à savoir la transition énergétique, l'inclusion sociale et le développement des territoires. Et pour en parler, ce soir, autour de la thématique du vieillissement de la population et des opportunités du baby-boom, nous recevons deux experts de renom. Tout d'abord, Roxane, donc Philibert, qui est donc spécialiste produits thématiques chez BlackRock, et Stéphane Raguta, qui est président de PrediLife. Bonsoir tous les deux. Et bien sûr, bonsoir Véronique. Véronique qui va co-animer avec moi cette session de webinaire et qui est secrétaire générale de la Fédération justement des investisseurs particuliers et des clubs d'investissement. Donc un énorme bonsoir à tous les trois. Donc, rubrique numéro 1, c'est la rubrique dite pédagogique. Lorsqu'on parle de la population vieillissante, de quoi parle-t-on? C'est la question que l'on pose à nos experts. Donc, du coup, nous allons nous effacer, Véronique et moi, pour laisser justement le face-à-face. Et donc, n'hésitez pas éventuellement à poser vos questions tout au long de la session. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre à la fin. Top. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Et merci de joindre ce webinaire. Donc, quand on parle de la population vieillissante, de quoi parle-t-on exactement? Donc, on a vu que la population mondiale avait franchi 8 milliards de personnes en novembre 2022. Et finalement, on est assez familier avec le fait que la population mondiale augmente et du nombre de défis à relever en termes de croissance démographique. Mais le défi démographique le plus important de notre siècle, auquel nous faisons face, n'est pas forcément la croissance démographique, mais son vieillissement. Si on regarde la pyramide des âges, elle a radicalement changé au fil des années. Si on regarde par exemple il y a quelques années, donc autour de 1945, ce qui est assez récent finalement à l'échelle de l'humanité, il y avait 7 fois plus d'enfants de moins de 15 ans que de personnes âgées de plus de 65 ans. Mais d'ici 2050, les deux groupes seront à peu près à la même taille. Et rien qu'entre 2000 et 2050, le nombre de personnes de plus de 80 ans devrait quadrupler et représenter presque 100% de la population mondiale. Donc on fait déjà face à un vieillissement de la population globale dans certains pays. Et on pense par exemple au Japon, où les économies sont très avancées, mais la proportion de personnes âgées est très importante. Mais en fait, c'est un phénomène qui est assez global et qui touche l'ensemble de la population. Et en termes de santé, je pense que Stéphane peut vous donner un petit aperçu du vieillissement de la population au sein de la santé. Oui, moi je peux évoquer l'impact sur le nombre de malades. Je vous donne quelques chiffres sur le cancer du sein, par exemple. Il y avait 1 million de cancers du sein chaque année dans le monde en 2000. Aujourd'hui, on en a un peu plus de 2 millions. Donc en un peu plus de 20 ans, on a un doublement du cancer du sein. C'est dû à des phénomènes démographiques évidents. Il y a un peu plus de monde, mais pas un facteur 2. La population a donc vieilli, et puis aussi il y a plus de cancer du sein à pyramide des âges égale. C'est une maladie qui est fonction de l'âge au premier enfant, etc. Puis il y a une partie qui est inexpliquée. Mais à l'arrivée, donc l'impact sur la santé, je suis du cancer du sein, mais ce serait vrai a fortiori pour d'autres pathologies qui touchent les personnes plus âgées, l'impact est majeur. C'est une mauvaise nouvelle pour les citoyens, mais si on se place dans une perspective d'investissement, évidemment, c'est un secteur porteur. Je peux donner les chiffres en France aussi. En France, on avait 25 000 cancers du sein il y a 20 ans. Aujourd'hui, on en a 55 000. Donc, on a aussi un doublement en France. On a une mortalité qui a crû, mais pas dans des proportions comparables. Nous avons donc en fait cet état de fait et donc concrètement ces conséquences de ce vieillissement. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que l'idée, c'est quand on va investir, quand un investisseur individuel va vouloir investir, le fait de connaître ce phénomène et de le prendre en compte, qu'est-ce que ça va avoir comme impact au niveau économique, au niveau investissement? Voilà, donc ça pour arriver à mieux investir en prenant ça en compte, quel impact ça va avoir? Alors, je pose la question à Roxane sur le sujet.
Ouais. C'est vrai que ce vieillissement de la population, il va avoir un impact assez profond sur l'économie mondiale, parce que le nombre de personnes en âge de travailler peine vraiment à répondre aux exigences d'une société qui est de plus en plus âgée. Et cette transition démographique, elle a d'importantes implications au niveau macroéconomique, mais aussi microéconomique. Et d'ailleurs, quand on parle des enjeux démographiques et les questions qui sont liées au vieillissement de la population, c'est l'une des 5 mégaforces que BlackRock évoque en fait dans ses vues de marché. On a 5 mégaforces qui sont vraiment des changements structurels qui impactent notre société, qui impactent les entreprises ou qui impactent les marchés financiers. Et au sein de ces mégaforces, donc on va retrouver par exemple tout ce qui est disruption technologique ou alors la transition vers une économie plus durable. Mais les enjeux liés à l'âge et au vieillissement de la population font aussi partie de ces 5 mégaforces. Et donc, selon le BlackRock Investment Institute, qui est vraiment l'équipe centrale de recherche macroéconomique au niveau global, au niveau mondial de BlackRock, ce vieillissement de la population, il doit vraiment être pris au sein des décisions d'investissement. Car ces mégaforces, on les appelle les mégaforces, elles ont bien évidemment des implications sur le long terme. On sait tous que la robotisation, l'intelligence artificielle ou même la transition écologique a des implications sur le long terme. Mais elles ont également des implications sur le court terme, car elles agissent vraiment sur différents pans de l'économie et donc sur la performance des marchés. Donc, vraiment importante à prendre en considération lorsqu'on investit. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous évoquer quelques pistes et quelques-unes de ces conséquences que l'on voit aujourd'hui sur les marchés et qui n'est pas forcément une implication que l'on voit dans peut-être à 20 ou 50 ans. Donc la première, évidemment, c'est l'impact sur la croissance économique. Le vieillissement de la population pourrait avoir en effet un effet assez défavorable sur la croissance économique. À mesure que la population âgée augmente, le taux d'expansion de la capacité de production va ralentir à l'échelle mondiale. Et si on prend un exemple comme la Chine, ce pays constitue en fait un bon exemple et assez extrême de cette inversion démographique. On a une population qui est vieillissante, qui vieillit assez rapidement, et donc qui ne peut plus produire autant qu'elle a produit au préalable et qui ne peut plus assurer une croissance qu'elle a assurée dans les dernières années. Aux États-Unis, on a également un changement qui est assez similaire, malgré le fait qu'il soit beaucoup moins drastique puisque la population est un petit peu plus restreinte. Le deuxième effet, c'est que le vieillissement de la population peut aussi avoir une pression inflationniste. Parce que d'un côté, en fait, on a une capacité de production qui est réduite, puisqu'on a moins de travailleurs actifs. Mais de l'autre côté, bien que la consommation, on l'a dit, puisse diminuer un petit peu, cette part de la population va toujours consommer. Certes, de manière un peu différente, mais sera toujours en train de consommer. Et donc, ça va pouvoir entraîner des pressions inflationnistes. Et si on regarde, par exemple, avec le marché du travail, par exemple, si on regarde si on a moins de population active, ça peut aussi renforcer, par exemple, le pouvoir de négociation des travailleurs et ainsi alimenter encore davantage l'inflation due à l'augmentation des salaires, par exemple. On a également ce genre de changement démographique avec une population qui vieillit peut aussi avoir un effet, des impacts sur la mondialisation et nos échanges entre les pays. On sait que les sociétés vieillissantes sont un phénomène mondial qui touche les pays avancés, mais qui touche aussi les pays émergents. Et donc, ça peut contribuer également à une relocalisation de certaines productions sur des territoires plus proches. Car en fait, si on regarde la délocalisation, elle va devenir de moins en moins possible dans ces pays parce qu'on a une population qui vieillit et qui peut être moins abordable en raison de ce vieillissement. Et on parle, par exemple, j'ai mentionné les pressions inflationnistes. Si vous avez un marché du travail très tendu dans les pays en voie de développement dû au vieillissement de la population, ça peut entraîner une hausse de la main-d'œuvre locale et donc moins d'incitation à aller produire à l'autre bout du monde. Et donc cela combiné à d'autres facteurs comme les tensions géopolitiques ou des politiques plus protectionnistes, ça peut complètement changer la façon dont on produit et la façon dont on commerce. Et enfin, ce qui est probablement le plus visible aujourd'hui dans les pays qui connaissent une forte augmentation de la population âgée, c'est en fait un décalage entre l'offre, la production, et la demande des consommateurs. C'est-à-dire qu'on va avoir un décalage entre ce qui est produit par un pays et ce qui est consommé. Et bien que
vieillissement de la population en fait soit susceptible de réduire la capacité de production et l'offre disponible, on va peut-être pas forcément avoir une diminution de manière significante de la demande des consommateurs, et notamment au sein de certains secteurs. Je pense par exemple au secteur des loisirs ou au secteur de la santé. Si on regarde les dépenses de la santé, évidemment, elles pourraient augmenter de façon assez spectaculaire, car on sait que les dépenses de santé sont largement corrélées, largement liées à l'âge. Si on regarde aux États-Unis, par exemple, une personne de 70 ans va dépenser 3 fois plus qu'une personne de 35 ans. Et en matière de santé, je pense que je peux demander à Stéphane, quelles sont vraiment les implications du vieillissement de la population au sein du secteur de la santé? Oui, mais on a effectivement une modification des pathologies impactantes en fonction du vieillissement. L'âge médian de diagnostic des grandes pathologies varie fortement. Je donne quelques chiffres. Pour le cancer du sein, qui est une des grandes maladies avec une forte prévalence, l'âge médian de diagnostic est relativement jeune, c'est autour de 60 ans. Quand vous prenez le cancer du poumon, on va être à plutôt 65, cancer du côlon, un peu plus de 70, cancer de la prostate au-delà de 75 et maladie d'Alzheimer au-delà de 80. Donc on voit bien que si la population vieillit, si l'espérance de vie passe de 65, 70 ans à 80, 85, eh bien, le nombre de malades pour les pathologies les plus tardives va augmenter très fortement. C'est ce qu'on voit en matière d'Alzheimer. C'est une pathologie qui aujourd'hui touche à peu près 1 million de Français qu'on n'arrive pas à soigner, à la différence des principaux cancers. Et donc là, on a une explosion du nombre de malades d'Alzheimer en France et probablement ailleurs, et ça va durer un certain temps encore, tant qu'on n'a pas de traitement et ça ne s'annonce pas à vue d'œil. Voilà, donc dans une perspective d'investissement, là aussi on voit qu'on a un effet multiplicatif du vieillissement sur le nombre de malades pour les pathologies les plus tardives. Donc si on investit, ça a été la ruée vers l'or gris qu'on a évoqué pendant assez longtemps, donc c'est Orpea et puis qui était plus connu, mais enfin, ses concurrents qui ont généré des hausses pendant très longtemps. Donc à mon sens, si on en revient aux perspectives financières, les maladies qui touchent le grand âge, en particulier la neuro, sont certainement des domaines très intéressants, à la fois si on investit dans des traitements préventifs, voire curatifs, mais là c'est assez risqué, ou dans des traitements, dans des méthodes qui permettent simplement de traiter les gens, donc en retraite, les EHPAD. Voilà ce qu'on peut dire. Effectivement, sur les défis à relever, en fait, le secteur de la santé, vous l'avez noté, c'est l'un des premiers impactés par le vieillissement. Mais vous, en tant que société cotée PrediLife, quelles solutions vous proposez et comment vous positionnez? Parce que vous êtes un des acteurs sur ce marché et quelles sont les opportunités que vous comblez, en fait, un petit peu, si l'on peut dire, en fait, sur le secteur? Oui, nous, ce qu'on fait, c'est combler une opportunité, comme vous dites, en matière de prévention. Tout le monde sait que prévenir vaut mieux que guérir, qu'on a demandé à moins de médecins, et l'idéal, évidemment, c'est de ne pas être malade. Donc nous, ce qu'on fait, c'est dans le nom de la société, on essaie de prédire les risques de pathologie de chacun. Quels sont les risques de telle personne de faire un infarctus, un cancer du sein, un cancer du côlon, etc. Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? La bonne nouvelle, c'est qu'à part pour la maladie d'Alzheimer, pour laquelle on ne peut rien faire, pour tous les grands cancers, l'infarctus, l'AVC, on peut aujourd'hui prévenir ces maladies de manière extrêmement efficace, avec une prévention soit primaire qui baisse les risques. Tout ça, c'est une modification de comportement, donc c'est manger mieux, faire de l'exercice physique, etc. Ça, en pratique, c'est difficile, les gens ne veulent pas changer leur mode de vie. Mais ce qui est très efficace, c'est la prévention dite secondaire, donc on ne diminue pas le risque de maladie, on identifie simplement la pathologie plus tôt. Et ça, c'est possible grâce au progrès très fort de la radiologie au cours des 20-30 dernières années. Pour tous les cancers, on a des outils d'imagerie, mammographie, échographie, IRM, scanner, choses comme ça, qui permettent d'identifier un cancer du poumon, du sein, du côlon, tôt. À ce moment-là, on peut l'enlever et donc évidemment, le patient rentre chez lui. Si la maladie est au stade local, c'est une prévention qui est extrêmement efficace. La maladie est guérie. Mais
en matière de cardiovasculaire, on peut faire des échographies de la carotide et voir s'il y a des plaques, ce qui évite un AVC. On peut regarder au niveau du cœur, avec des examens aussi, quel est l'état des artères et donc l'état de l'athérosclérose. Et avec l'hypocholestérémie, on évite ensuite ces pathologies. Donc, les grandes maladies qui touchent l'essentiel de la population, une personne sur 4 va faire une maladie cardiovasculaire, une personne sur 4 va faire un cancer. Ces maladies peuvent être prévenues et donc guéries. C'est une excellente nouvelle. Aujourd'hui, ça ne se fait pas, parce que voilà, je vous ai donné les chiffres, hein, ça pourrait se faire, la technique le permet, mais en pratique, ça n'est pas diffusé, à part à des populations très favorisées. Vous ne voyez jamais un PDG du CAC 40, un ministre en exercice, qui ait 60 ans, 70 ans, faire une maladie grave. On n'entend jamais parler de ça, parce que ces personnes ont des bilans de santé annuels ou un peu plus fréquents, qui permettent de détecter les pathologies tôt. Donc la prévention est possible, on le voit de manière technique et avec notre offre, et on peut le constater avec cette expérience, je dirais, sociologique. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de prédire les risques de chacun avec un test génétique salivaire qui est envoyé à la maison, qui nous est retourné, on le fait analyser. Avec ça, ça nous permet de regarder la part innée du risque de maladie. Chacun comprend bien qu'il y a une part génétique, et il y a une part aussi environnementale. Donc là, on demande aux personnes de répondre à quelques questions autour du tabac, de la nutrition. Et avec cet ensemble de paramètres, la part innée, la part acquise, la génétique et l'environnement, comme on dit techniquement, on arrive à prédire les principaux risques avec des probabilités décroissantes de différentes pathologies. Et ensuite, il y a un médecin en visio qui propose un protocole de prévention avec des ordonnances de radiologie qui permettent d'identifier les pathologies plus tôt. Voilà, avec ces outils assez simples qui sont relativement peu onéreux, on vend ça quelques centaines d'euros aujourd'hui aux salariés de grandes entreprises, on peut réduire assez fortement l'incidence de ces grandes maladies. Voilà, donc nous on est positionné en matière de prévention personnalisée, et pour prévenir, il est nécessaire de prédire, parce que si on ne prédit pas, on prévient les mêmes maladies pour tout le monde, et donc on en reste à quelque chose qui n'est pas personnalisé et qui n'est pas très efficace. Voilà ce qu'on propose. Alors, oui, en fait, effectivement, donc sur cette thématique, vous avez bien présenté effectivement ce sur quoi PrediLife se positionne. Donc ça, c'est une opportunité, enfin, ça nous démontre qu'il y a des opportunités, à saisir, puisque le secteur du vieillissement, c'est effectivement un enjeu majeur. Donc l'idée, c'est comment on accède, à cette thématique. Alors, vous nous avez expliqué effectivement ce que faisait, PrediLife. Maintenant, on n'a pas dit au début de la réunion qui était PrediLife. Donc c'est peut-être le moment effectivement de dire, comme c'est un sujet technique effectivement, d'expliquer comment effectivement un investisseur individuel qui veut, entrer sur le sujet peut effectivement, investir. Donc, parlez-nous de PrediLife parce qu'on est vraiment rentré dans le brut du sujet, mais on a peu parlé de votre titre qui est coté sur le sujet. Alors, pour ceux qui veulent investir dans PrediLife, c'est très simple. Donc la société est cotée sur Euronext Growth, donc on peut toujours acheter les actions. Nous, ce qu'on dit aux investisseurs de manière générale, c'est que c'est une société, une activité qui n'a plus de risque technologique aujourd'hui. Le problème des sociétés de santé en général, c'est qu'elles ont des traitements, des médicaments qui sont en phase 1, 2 ou 3, et il y a des risques assez forts d'échec. Il y a des taux d'attrition qui sont forts quand les produits ne sont pas complètement agréés. Nous, ce qu'on a, c'est une solution totalement agréée. Donc, maintenant, la seule difficulté, c'est de commercialiser, d'évangéliser le marché, comme on dit, donc de multiplier les sociétés avec lesquelles on peut contracter pour leurs salariés. Donc, on va travailler avec des personnes, des acteurs dans la banque, dans les médias, TF1 par exemple, dans l'assurance, Allianz, etc. Voilà. Donc, si je dois en parler à des investisseurs potentiels, moi, c'est ce que je leur dis. Chacun peut se rendre compte
à titre individuel de l'intérêt de la solution. Ceux qui ont un médecin traitant qui s'occupe d'eux, qui fait de la prévention, vont dire que c'est pas la peine. Mais aujourd'hui, il y a peu de personnes qui sont dans cet état. Il y a peu de médecins en France et ils n'ont en général pas le temps de s'occuper de prévention des pathologies. Et puis, de toute façon, ils ne font pas de prédiction. Donc, voilà, je crois qu'on a une offre qui est intéressante et chacun peut comprendre cette offre. C'est un atout par rapport à d'autres sociétés de santé. Voilà, parce que la difficulté mais j'y reviendrai peut-être après, la difficulté dans le domaine de la santé, c'est que c'est un domaine très intéressant. C'est relativement difficile de comprendre ce qui se fait, de pouvoir jauger de l'intérêt d'un médicament si on n'est pas médecin et même spécialiste du domaine. Voilà, donc nous, l'atout qu'on a par rapport à d'autres sociétés, c'est ça, c'est qu'on a un produit simple, compréhensible par tous, ou simplement l'incertitude, c'est la vitesse de déploiement commercial. Bien justement, comme on parlait du domaine de la santé, Roxane, en fait, vous allez élargir sur le domaine plus général de la santé. C'est-à-dire qu'on a vu en titre vif, effectivement la société PrediLife et quelqu'un qui s'intéresserait en fait à ce domaine, comment il va faire? Comment il va faire pour choisir? Voilà, quels sont les éléments qu'il va prendre en compte? Et voilà, enfin un petit peu, voilà, si je suis, moi, investisseur individuel, je veux intervenir, comment profiter de cette opportunité et via quel produit? Parce qu'on a vu un titre vie, PrediLife, et maintenant vous, BlackRock, qu'est-ce que vous proposez aussi? Ouais. Alors évidemment, on a vu que le vieillissement de la population était quand même très important pour BlackRock. Donc évidemment, ça nous offre des opportunités d'investissement. Et c'est sûr que le domaine de la santé, et c'est un thème particulier qui est assez complexe et qui est compliqué à naviguer, et notamment lorsqu'il s'agit d'innovation, parce que les produits ne sont pas forcément finis. Et donc c'est pour ça que les ETF sont aussi là pour vous proposer un panier d'actions qui soit diversifié, mais en même temps qui cible un thème particulier. Et donc, dans cette thématique du vieillissement de la population, l'un des fonds qui est les plus populaires dans ce domaine, c'est celui du iShares Healthcare Innovation. Donc, c'est vraiment un fonds qui a plus d'1 milliard d'actifs sous gestion et qui va investir dans des sociétés qui sont vraiment à la pointe de l'innovation dans le secteur de la santé. On a à peu près 40% du fonds qui est investi dans des sociétés de la biotech, des entreprises qui développent des produits et des traitements innovants. Et on a aussi des sociétés qui fournissent des équipements de pointe, que ce soit des kits chirurgicaux ou des kits toujours plus avancés pour des diagnostics. Et enfin, on a des sociétés qui sont plus tournées vers les services, avec par exemple des logiciels de traitement de data ou de contrôle de risque pour vraiment faciliter la commercialisation des médicaments, par exemple. Donc c'est vraiment un fonds qui est vraiment dédié à l'innovation au sein de la santé. Et puis, comme le disait Stéphane, on n'est pas toujours certain des progrès et de l'avancée des services ou des produits qui sont proposés par ces entreprises-là. Et donc, l'avantage d'un ETF, c'est qu'on va avoir un panier de plus de 300 entreprises, entre 100 et 300 généralement, qui sont assez diversifiées du coup et qui permettent de diversifier un petit peu ces risques au sein de ce thème. Donc on va avoir on va bénéficier de la croissance de ces thèmes, mais en même temps, on ne va pas prendre le risque d'une seule entreprise qui n'a peut-être pas son produit qui est complètement commercialisé. L'autre chose que je voulais peut-être mentionner, c'est que ces ETF-là, donc les ETF thématiques, comme celui du iShares Healthcare Innovation, ils sont basés sur des méthodologies d'indices qui sont très précises et on va regarder en fait les revenus des entreprises qui sont générés dans des sous-secteurs et dans des sous-industries très spécifiques pour pouvoir les mettre dans nos fonds. Donc en fait, il va y avoir un choix un petit peu systématique de sélection d'entreprises qui vont pouvoir appartenir à ce thème et qui vont être mis dans une basket pour former un ETF. Donc ça, c'est vraiment pour le fonds de la santé. On a évoqué également, parce que là on a fait un petit focus sur la santé, mais on a également beaucoup d'autres sous-segments de l'économie qui sont impactés. Et c'est là aussi l'avantage des ETF, donc des fonds qui sont traités sur les échanges, car ils permettent vraiment d'investir directement dans un thème, mais sans contrainte de secteur, en investissant vraiment là où sont les opportunités sur toute la chaîne de valeur autour d'un thème précis. Et donc, sur le thème du vieillissement de la population, on a également un fonds qui s'appelle iShares Aging Population,
qui là va regrouper des entreprises qui vont bénéficier du changement dans la consommation mondiale qu'on évoquait tout à l'heure, mais pas simplement au sein de la santé, parce qu'il investit vraiment de manière très diversifiée sur plusieurs secteurs. Donc évidemment, on va quand même retrouver le secteur de la santé, qui représente à peu près un tiers des entreprises du fonds. Donc on a des sociétés qui répondent aux besoins des populations vieillissantes, comme tout ce qui est ophtalmologie, équipement gériatrique, et des sociétés un petit peu plus globales sur le domaine de la santé. On a également le secteur des EHPAD, des infrastructures spécialisées pour les populations âgées, ou des groupes de pharmaceutiques qui peuvent être vraiment un petit peu plus bénéfiques pour les personnes âgées, et donc qui vont pas forcément se retrouver très surpondérés dans un fonds qui est principalement focusé sur la santé en général. Le troisième secteur, c'est le secteur lié à la gestion des richesses. Et je crois qu'il y a une question là-dessus. Parce qu'en fait, plus on a de personnes qui vieillissent, plus forcément les retraites vont être longues et plus le système va devoir aider ces personnes âgées. Et donc, que ce soit par le biais de gouvernement ou par le biais de gestion privée, on va avoir que il y aura plus de richesses à gérer, et donc des assureurs ou des caisses de retraite vont également voir une demande plus importante à l'avenir, avec les conséquences de ce vieillissement de la population. Et enfin, on avait vu que les besoins des consommateurs allaient évoluer. Donc on a certes dit qu'il y aurait un petit peu plus de demandes, beaucoup plus de demandes pour la santé, mais il y a aussi d'autres secteurs qui peuvent bénéficier d'une population qui vieillit. Et là, on peut par exemple penser à des activités de loisirs, puisque à mesure que les populations vivent plus longtemps, elles vont pouvoir partir plus en vacances. Donc les sociétés de croisière, ou alors des sociétés même de camping-car, qui sont assez généralement appréciées par les populations plus âgées. On va avoir tout ce modèle de loisirs et ce modèle de tourisme qui va pouvoir bénéficier de cette thématique du vieillissement de la population. Et donc toutes ces entreprises-là, elles sont toutes capturées, ou en tout cas celles qui sont disponibles sur les échanges, elles sont capturées au sein de l'iShares Aging Population, donc qui va vraiment regrouper différentes catégories, différents secteurs, mais toutes tournées vers le thème du vieillissement de la population. Donc ce sont les deux produits vraiment qui sont directement liés au vieillissement de la population, que ce soit dans le secteur de la santé ou que ce soit un petit peu dans le secteur de la consommation et des changements de consommation des personnes qui vieillissent. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant, parce qu'on a quand même parlé des effets du vieillissement de la population sur l'économie. On voit que ça n'affecte pas que la consommation et la demande des personnes. On voit que ça va un petit peu rebattre un petit peu les cartes de notre économie. Et donc, on voit aussi des opportunités d'investissement au sein des entreprises qui peuvent proposer des solutions justement pour réduire l'impact du vieillissement de la population et faire face à ses conséquences sur l'économie globale. Donc, on sait, et je l'ai évoqué rapidement, le vieillissement de la population peut avoir un impact assez considérable sur le marché du travail, parce qu'on va avoir il va réduire en fait le nombre de travailleurs qui sont disponibles. Et il y a des solutions à ça pour les gouvernements. On peut accroître l'immigration, on peut reculer l'âge de la retraite, mais ça va pas forcément être des solutions qui agissent contre le vieillissement, mais ces deux leviers, ils vont pouvoir avoir d'autres implications, et notamment politiques, donc qui sont pas forcément choisis par les gouvernements, ou en tout cas qui sont pas forcément optimales pour tout le monde. Et en même temps, ce qu'on voit, c'est qu'on assiste, comme je l'ai mentionné, à une relocalisation des productions sur les territoires nationaux. Et c'est entraîné par ce qu'on a vu, ce qui se passe par exemple en Chine, ou, comme je l'ai dit, par des tensions géopolitiques au sein des différents pays, qui incitent vraiment les gouvernements à produire plus localement. Et donc, toutes ces forces-là qui agissent en même temps, ça va forcer les entreprises à vraiment améliorer leur capacité de production pour pouvoir produire plus localement et plus efficacement, sans trop réduire leurs marges, évidemment. Et donc, on voit qu'il y a des opportunités d'investissement sur toutes les entreprises qui vont être liées, par exemple, à la robotique ou à l'automatisation ou à l'intelligence artificielle, qui peuvent vraiment compenser en fait les pertes de productivité qui vont être liées
à une main-d'œuvre vieillissante. Et on va voir que grâce à ces technologies, on va avoir des tâches qui peuvent être évidemment automatisées ou rendues plus efficaces, et on va pouvoir bénéficier et compenser les effets négatifs de ce vieillissement de la population. Donc là, on voit que ce dernier point, il n'est pas complètement lié au vieillissement de la population, enfin, il n'est pas en tout cas directement lié au vieillissement de la population, mais on voit que le vieillissement de la population, combiné à d'autres facteurs, en fait, peuvent vraiment un petit peu changer la façon dont les gouvernements, dans les pays, dans les entreprises fonctionnent. Et donc, on va devoir trouver des solutions, et ces solutions peuvent passer par la technologie. Et donc, peuvent passer par toutes ces solutions d'automatisation, d'intelligence artificielle. Et donc, au sein de ce secteur-là, iShares a aussi évidemment un produit qui va vraiment sélectionner les entreprises dans ce domaine-là, qui s'appelle le iShares Automation and Robotics, qui va offrir une exposition qui est encore une fois très diversifiée à ce thème, et qui va vraiment investir dans des entreprises qui augmentent et qui aident à améliorer la productivité des entreprises par ce biais de robotisation et d'automatisation. Alors, du coup, un titre vif, PrediLife, et 3 ETF. Voilà justement donc, ce que nous vous proposons pour le coup, pour ce soir, de manière concrète, pratico-pratique. On va partager ensemble les fiches valeurs. Donc, et on va demander justement à nos experts de commenter ces fiches valeurs, de manière éventuellement, tout simplement, à voir à quoi ça ressemble dans un premier temps, et également justement donc à vous pousser les informations qui sont dans ces fiches-là. Donc, tout d'abord concernant PrediLife. Alors, concernant PrediLife, on a donc le code ISIN qui apparaît ici, donc qui est FR 2x0 101 69 et 920, donc un code ISIN voilà, donc typique. Du coup, c'est la fiche valeur qui va contenir à la fois des éléments concernant la variation du cours de bourse, mais également concernant l'actualité de la société, le consensus justement autour de la société, et éventuellement sur des informations sur le secteur. Concernant les informations sur la société, on voit qu'on en a par exemple une qui est assez fraîche, et on va demander peut-être à Stéphane de la commenter. Donc, un projet labellisé par Finance Innovation. Stéphane, qu'aurais-tu à nous dire là-dessus? Alors, sur ce communiqué de presse qu'on a dû diffuser il y a un mois, effectivement, il s'agit de coupler notre offre médicale à une offre d'assurance, de prévoyance. Aujourd'hui, tous ceux qui ont de la prévoyance savent que ça couvre des dépenses financières, mais il n'y a pratiquement rien qui est fait pour prévoir réellement la maladie. Donc l'idée, c'est que la prévoyance donne un capital d'essai, mais ce qui serait encore mieux, c'est que les gens ne décèdent pas tout de suite ou qu'ils soient pas malades. Donc on va joindre notre offre médicale à des offres d'assurance. On a soumis le projet au pôle de compétitivité, finance et innovation, qui regroupe tous les acteurs de la place financière parisienne du monde de la finance, et ce projet a été retenu par ce pôle de compétitivité. Voilà, donc on a fait un communiqué de presse pour dire que c'était un label académique, public en tout cas, qui montrait l'intérêt de notre offre, et donc on le communique parce que si on a le soutien des assureurs, évidemment, ça peut faire des volumes assez importants, peut-être pas la semaine prochaine, mais enfin l'année prochaine. Voilà. Alors, concernant le consensus, on voit justement qu'il y a quand même en fait un analyste qui suit la valeur, en tout cas de par le fournisseur d'informations justement donc auquel nous sommes associés, et que pour le coup, donc le titre est plutôt en fait à l'achat, donc plutôt bonne nouvelle pour PrediLife, sachant qu'en plus la variation year to date est positive, donc chose également intéressante à constater. Donc voilà, donc autant d'informations qui vous amènent éventuellement à justement vous forger une opinion voilà, un peu plus poussée sur la valeur, et qui surtout vous donne la possibilité ici justement de vous positionner directement. Ensuite, plusieurs questions autour des ETF, donc que a mentionné Roxane. Donc effectivement, donc là on a la fiche valeur de iShares Healthcare Innovation, donc effectivement avec le code justement donc ISIN qui est ici. Je les ai normalement postés dans les réponses, donc les liens en question, de manière à ce que vous puissiez y accéder directement. Donc voilà, donc on a ici la fiche valeur de l'ETF Aging Population, et puis enfin on a la fiche valeur bien sûr de iShares Automation and Robotics, voilà, qui vous sont proposés, avec voilà donc cette possibilité d'accéder aux documents d'information clés pour l'investisseur, qui va vous donner davantage d'éléments d'information sur les caractéristiques fondamentales du produit, bien entendu, avec des scénarios éventuellement de performance, et c'est bien entendu le bouton acheter qui vous permettra de vous exposer directement à partir de votre espace client
sur cet ETF. Donc, voilà, 3 ETF et un titre. C'est ce que nous vous proposons éventuellement pour la thématique du vieillissement de la population de ce soir. À présent, on a un certain nombre de questions. Je vais demander à Véronique de nous rejoindre. Chère Véronique, peux-tu, s'il te plaît, nous rejoindre de manière éventuellement à ce que nous posions les questions. Alors, effectivement, on a vu de nombreuses questions en fait du public pendant l'intervention. En fait, alors il y a une question qui était une question plutôt technique pour PrediLife où on demandait qu'en est-il des tests. Alors c'est Jacques qui demande qu'en est-il des tests salivaires pour les retraités. Alors ça, je laisse Stéphane répondre parce que c'est vraiment très spécifique à la santé. Oui, alors nous, on commence à commercialiser notre offre pour les salariés parce que c'est plus simple. Un DRH envoie un mail à des salariés, mais on va le lancer en B2C, comme on dit, donc pour tout le monde, auprès du grand public, quel que soit l'âge. Et donc, les maladies qui touchent les retraités et les salariés, c'est les mêmes, à part l'Alzheimer, que nous, on ne prédira pas, puisqu'on ne peut rien faire. Mais sinon, on va lancer une offre qui sera accessible à tout le monde, voilà, bien dans quelques semaines. Alors, autre question en fait de Thierry qui demande, alors je vais demander à Roxana, y aura-t-il plus d'argent à gérer avec le vieillissement de la population? Est-ce que cette thématique-là va amener plus d'actifs sur le marché pour investir? Oui, bah j'avais rapidement vu cette question et en fait, oui, évidemment, et c'est pour ça qu'on investit à peu près 10 à 20% dans notre fonds iShares Aging Population dans les financières. Et quand on parle de financières, on parle caisse de retraite, fonds de pension et assureurs, parce qu'il va y avoir plus d'argent à gérer, plus de risques, plus de assurance vie. Et donc, forcément, ces grandes institutions financières peuvent tirer aussi profit d'un allongement de la vie. Voilà. Donc, évidemment, c'est un très bon point et il est inclus dans notre fonds Aging Population. Voilà. Et cette personne se posait la question aussi à quel secteur ça profitera de façon pratique. Est-ce que c'est les compagnies pharmaceutiques? Est-ce que c'est les aides à la personne? Est-ce que c'est des robots? Voilà. Est-ce que vous avez du coup ciblé sur cette thématique? Quel sous-secteur va en profiter? Oui, alors comme je l'ai évoqué, donc les compagnies pharmaceutiques vont évidemment en profiter. Donc c'est un des grands actifs en fait de nos fonds, que ce soit au sein de la santé ou que ce soit au sein de Aging Population. En termes d'aide à la personne, c'est beaucoup plus dur déjà à capturer en investissant parce qu'il n'y a pas forcément d'entreprises qui soient cotées, qui investissent exactement dans cette thématique, qui investissent vraiment dans cette thématique-là. Après, tout ce qui est robotisation, évidemment, j'en ai parlé aussi parce que il y a la robotisation qui permet d'améliorer et de compenser les pertes face à un vieillissement de la population et une main-d'œuvre qui est moins importante. Mais on peut évidemment prendre le sous-secteur dans la robotique de l'aide à la personne qui va également profiter d'une façon plus consumer, donc à plus petite échelle en fait, de ce vieillissement de la population. Donc toute la robotique, tout ce qui est efficacité et aide à la personne va pouvoir également en profiter. Mais après, c'est plus compliqué d'aller de manière si granulaire pour un investissement d'un ETF. D'accord. Et alors pour Stéphane, au niveau de PrediLife, Jean-Paul demande, est-ce qu'il y a plus de cancers parce qu'on repère plus les cancers, hein, puisque vous avez dit des cancers du sein, en fait, vous avez cité effectivement le chiffre de 2 500 il y a 20 ans et 55 000 aujourd'hui, donc on est sur des chiffres très importants. 25 000 il y a 20 ans et 55 000 aujourd'hui, donc on est sur un doublement. Est-ce que c'est dû au fait qu'on détecte aujourd'hui qu'on ne détectait pas avant et qu'on soigne peut-être plus tôt, ou est-ce que c'est une tendance, peut-être un facteur qui n'est pas génétique, mais qui serait de l'environnement au sens large? Oui, alors il y a une partie effectivement, pour expliquer ce doublement, il y a une partie qui est due au fait qu'il y a plus de monde, on dépiste plus. Mais les calculs montrent que la moitié seulement est expliquée par ces facteurs démographiques et de dépistage. Il y a une moitié qui n'est pas expliquée et qui n'est pas comprise aujourd'hui. Donc après, vous avez des hypothèses, je dirais, de gauche, disant c'est la faute des industriels qui polluent plus. Et puis, vous avez les hypothèses de droite qui disent les gens ont des désordonnés et finalement, les problèmes
psychologique somatise. On sait qu'il y a un lien entre l'état d'une personne et son immunité, par exemple. Donc, la descente, comme on dit, entre le psychisme et le physique, elle peut se faire au travers d'une baisse d'immunité. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est des choses qui ne sont pas comprises et c'est tout à fait étonnant. On est surpris par ces chiffres, effectivement. On est surpris par la recrudescence. On parle d'épidémie de cancer du sein. C'est tout à fait étonnant. Et il y a une augmentation très forte chez les jeunes en particulier. C'est-à-dire que moi, quand j'en parle à des professeurs de médecine qui ont 60 ans, ils disent on ne voyait jamais un cancer du sein chez une femme de 30 ans quand j'ai commencé mon internat. Aujourd'hui, on en voit. Voilà. Donc ça, c'est pas un dépistage, parce qu'on ne dépiste pas les femmes de 30 ans. Simplement, elles arrivent avec une boule dans le sein, et voilà. Ça, c'est un phénomène nouveau. Et alors le principe, vous nous avez dit que derrière vous, vous adressiez en fait aux entreprises qui, entreprises, le proposent à leurs salariés. Est-ce qu'un jour vous imaginez de vous adresser au grand public au sens large ou ça passera toujours via les entreprises? Non, on va s'adresser aussi au grand public, mais il y a des problèmes tout simplement de business model. Ça veut dire qu'une entreprise peut proposer ça à 300, 400, 500 euros pour un salarié. C'est le prix d'une voiture de fonction chaque mois, donc c'est pas très cher. Vendre 400 euros à un particulier, c'est une somme beaucoup plus élevée. Et en France, voilà, donc déjà les particuliers ont moins d'argent que les entreprises. Il y a une fiscalité qui est défavorable. Et en France, les gens considèrent que si c'est pas remboursé, il ne faut pas le faire. Donc même dans des hôpitaux où tout est à la charge du patient, comme l'hôpital américain, c'est très difficile de vendre des choses comme ça qui ne sont pas remboursées. Donc moi, je crois qu'en France, il n'y a pas vraiment de marché grand public tant qu'il n'y a pas de remboursement. Et pour qu'il y ait un remboursement en France, il faut attendre de nombreuses années. La France n'est pas un pays qui rembourse rapidement, voilà, par rapport à d'autres pays. Parce que dans d'autres pays, vous avez des petites assurances qui peuvent couvrir, une chaîne d'assurance peut couvrir 1 million de personnes, c'est un Lander allemand ou une chaîne d'assureurs américains. En France, c'est tout le monde ou personne. Donc avant de rembourser pour 60 millions de personnes, évidemment, on fait beaucoup d'études, on regarde l'impact médico-économique, donc la France rembourse tardivement. Voilà, ce qui fait que nous, on va continuer à s'adresser aux entreprises dans un premier temps, parce que le marché est là. On s'adapte au marché aussi. C'est un peu triste, mais c'est ainsi. On a posé l'essentiel des questions. On a peut-être éventuellement 2 autres. Voilà, l'une sur les biotech. Donc peut-être, est-ce que il y a un commentaire autour de ces biotech justement, donc qui a priori ne percent pas. Voilà, donc est-ce que par exemple, tu penses, Roxane, qu'un des ETF que tu as mis en évidence effectivement investi dans les biotech ou pas, et toi, Stéphane, qu'est-ce que tu en penses éventuellement de ces sociétés? Est-ce que tu as un commentaire éventuellement à fournir? Donc première question sur les biotech. Oui, je vais peut-être commencer. Évidemment, sur les biotech, il y a un risque qui est assez grand, comme l'avait mentionné Stéphane, avec les produits, parce qu'on n'est pas sûr que le produit perce un jour. Et donc, c'est pour ça que nous, une approche plus diversifiée au sein d'un ETF permet justement d'inclure déjà des sociétés qui soient assez matures finalement, parce qu'elles sont cotées. Il y a des limites en termes de taille. On peut pas investir dans des toute petite small cap, ce qui fait qu'on a quand même un palier en fait à franchir avant d'être inclus dans un de nos ETF. C'est généralement des sociétés qui dégagent déjà des revenus. Mais évidemment, le secteur de la biotech est beaucoup plus volatile que le reste de la tech, et surtout si on compare par rapport à des big pharma ou voilà des grosses sociétés qui sont établies et qui ont des contrats, qui ont des brevets sur le long terme. Mais c'est aussi le côté un petit peu plus croissance que l'on cherche au sein de ces ETF, plutôt innovation. Et donc, on balance un petit peu l'effet un peu volatile de la biotech avec l'effet diversifié au sein d'un ETF. Oui, alors sur la biotech, le problème, c'est d'appréhender le bénéfice d'un traitement et surtout les risques. Il faut prendre en compte qu'il y a une évolution réglementaire du paysage qui fait que la balance bénéfice-risque est devenue de plus en plus averse au risque. Donc, chaque investisseur sait que si on accepte plus de risques, on va avoir plus de rentabilité. En matière de médicaments, ça peut être la même chose. On peut accepter des médicaments avec des bénéfices très importants s'il y a des risques importants. Mais aujourd'hui, ce qu'on appelle le principe de précaution en France et l'aversion au risque de manière générale dans le monde, qui est en partie dû au vieillissement d'ailleurs, ou au confort, etc., fait que les autorités, pour se couvrir
couvrir la population, mais d'abord pour se couvrir, veulent des médicaments avec uniquement des bénéfices. On l'a vu avec le Covid. Manifestement, la balance bénéfice-risque est extrêmement positive, mais vous avez une hypertrophie du discours médiatique sur les problèmes. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas. Moi, je connais quelqu'un qui a une maladie neurologique qui est apparue 2 jours après le Covid. Ça arrive, bien sûr, mais la balance bénéfice-risque aujourd'hui est devenue extrêmement défavorable à l'innovation. On dit dans le milieu qu'aujourd'hui, l'aspirine ne serait pas autorisée. Voilà, parce que c'est très, très bénéfique, c'est le médicament le plus vendu en France, mais chacun a pu constater que ça pouvait favoriser les saignements de nez, etc. Donc, il y a des risques hémorragiques. Aujourd'hui, c'est des traitements qui ne sont pas autorisés. Donc, quand on regarde une biotech, déjà, il faut regarder si le médicament et le traitement est efficace. Ça, il peut y avoir quelques chiffres. Le problème, c'est quand on passe à un essai de phase ultérieure, là, on va avoir quelques centaines, quelques milliers de personnes et on n'est jamais à l'abri d'un problème sur quelques individus. Moi, je peux vous donner l'exemple du cancer du sein. Il y a des traitements préventifs du cancer du sein qui divisent par 4 le risque de cancer du sein. C'est quand même extraordinaire. Eh ben, ils ont quelques effets secondaires en cardio, n'ont pas été autorisés dans le monde entier. Donc aujourd'hui, un particulier ne peut pas appréhender, connaître les bénéfices. Déjà, c'est difficile. On peut les lire, mais savoir s'il y aura des risques, des phénomènes indésirables qui apparaissent dans l'essai clinique, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, la biotech, à mon avis, elle est difficilement adressable par un particulier, même par des fonds. C'est pour ça que les ETF préfèrent des sociétés bien établies. À mon sens, des sociétés qui sont trop risquées, qui ont été introduites sur le marché à Paris à des stades trop précoces. Il y a des traitements en phase 1 ou 2 qui sont apparus. Alors, les particuliers investissent dans des projets qui leur paraissent intéressants, qui ont du sens pour eux, pour leur famille, etc. Mais ils ne sont pas experts et il y a eu trop d'échecs. Moi, j'en suis désolé, parce qu'on est un acteur du monde de la santé, mais la liste de sociétés qui n'ont pas performé ou les investissements ont été divisés par 10 ou 100 est trop nombreuse. Et du coup, ça crée un effet repoussoir vers le monde de la santé en général. Voilà. Alors justement, on ne va pas faire trop long. Donc, j'identifie 2 questions qui n'ont pas été posées, du coup, pour le coup. Et puis, on finira par celle-ci. C'est d'abord, éventuellement, bien entendu, si vous avez des commentaires là-dessus, que pensez-vous des difficultés des gestionnaires d'établissements pour les personnes âgées, alors que le besoin est croissant et n'est satisfait que partiellement? Ça, c'est ma première question. Donc, un avis sur, justement, les gestionnaires d'établissements pour les personnes âgées. J'imagine les EHPAD, notamment. Est-ce qu'il y a un commentaire ou pas, notamment Roxane? On a entendu pas mal de controverses, malheureusement, justement, donc ici, notamment en France, sur le sujet. Donc, est-ce que tu as un commentaire éventuellement à faire là-dessus? Alors, nous, on ne donne pas vraiment de commentaires sur des entreprises spécifiques, et surtout que je pense qu'il y a des exemples dans la presse qui ont fait beaucoup de bruit. Je pense que dans toutes les industries, dans tous les secteurs, évidemment, il y a des secteurs qui ont besoin de plus d'amélioration en termes de tout ce qui est sociétal, gouvernemental, qu'il y ait des régulations qui soient bien plus importantes pour éviter qu'il y ait des dérives. Malheureusement, nous, on ne peut pas commenter là-dessus. On a des fonds qui justement, et d'ailleurs, les fonds que j'ai mentionnés sont tous avec des caractéristiques un petit peu ESG, qui permettent en fait de retirer et d'exclure les entreprises où il y a des controverses qui sont importantes. Donc on a des mécanismes qui nous permettent d'exclure ce genre d'entreprise. Après, commenter dessus, moi je ne suis pas forcément la mieux placée, mais voilà, on a évidemment des exclusions au sein de nos fonds pour justement éviter des entreprises qui soient trop controversées. Alors, la dernière question que j'identifie, c'est celle de Jules. Est-ce que vous maîtrisez la presque totalité des facteurs de risque qui peuvent affecter le vieillissement des plus de 65 ans dans votre cartographie, éventuellement? Notamment dans les opportunités d'investissement ou éventuellement dans les opportunités, donc que ce soit investissement financier, côté BlackRock, ou investissement productif, côté Predilife. Est-ce que vous maîtrisez la presque totalité des facteurs de risque qui peuvent affecter le vieillissement des plus de 65 ans aujourd'hui? Moi, je dirais pour nous, les facteurs de risque qui peuvent affecter les plus de 65 ans, dans mon domaine, pour la santé, c'est la maladie. Donc, est-ce qu'on maîtrise un plan de facteurs de risque? Les maladies, on les connaît. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle maladie qui va surgir. Je ne crois quand même pas trop, ne touchant pas les plus de 65 ans spécifiquement. Donc, on ne maîtrise jamais tout. Mais moi, je suis dans le domaine depuis 30 ans.
franchement, il y a eu très peu de choses nouvelles qui sont apparues. Donc, ça me paraît des choses assez prévisibles. La démographie est très prévisible de manière générale. Voilà. Entendu. Bon, bah écoutez, je vais demander à Véronique de nous rejoindre de nouveau, de manière à conclure justement donc, cette session de webinaire pédagogique. Véronique, je te laisse le mot de la fin. Alors, bonjour, enfin, merci à tous d'avoir participé. On a contribué avec Imen à essayer de vous faire comprendre ce sujet qui peut être très technique parce que le vieillissement, ça nous paraît très très loin de l'investissement. Pourtant, c'est une thématique très importante qui concerne énormément de monde. Et l'idée, c'était de vous faire découvrir comment, de façon pratique, on pouvait investir sur le sujet et quels étaient les sujets sous-jacents et de quoi il fallait s'informer et comment il fallait se décider. Donc, merci beaucoup et nous vous retrouverons, je pense, Imen. On va avoir bientôt des nouveaux sujets à proposer au public. Oui, juste une dernière précision, parce que apparemment peut-être que vous ne voyez pas nécessairement, étant donné que nous sommes sur un espace de questions, donc que nous voyons de notre côté, et peut-être pas vous, donc peut-être que vous ne voyez pas les réponses que nous apportons également. Pas mal d'entre vous nous ont posé des questions sur les ETF BlackRock. Je me suis efforcée de répondre éventuellement à chaque fois que la question était posée. Ce que je voudrais surtout vous signaler, c'est qu'il va y avoir un replay de ce webinaire et qu'à l'intérieur du descriptif, vous aurez les liens des 3 ETF évoqués par Roxane. Donc les liens eux-mêmes, donc qui vous emmèneront justement à consulter le code ISIN correspondant et bien entendu la fiche valeur, vous les aurez dans le descriptif. Voilà, donc parce que je pense que du coup tout le monde n'a pas vu mes réponses, je pense que c'est ça, étant donné que j'ai eu plusieurs fois la même question en fait. Donc voilà, peut-être une dernière question de Jean-Paul qui nous demande les complémentaires santé pourraient-elles proposer une participation financière aux détections Crédit Life? Voilà, c'est la question qui est arrivée en bout de chaîne. Mais oui, tout à fait. Nous allons communiquer dans les semaines qui viennent. Il y a des complémentaires santé, effectivement, qui vont prendre en charge ceci. Nous avons communiqué en Suisse il y a quelques jours, mais ça sera valable aussi en France. C'est entendu. Bon, on arrête ici. Merci énormément à tout le monde. Merci bien sûr aux participants dans un premier temps. Et puis bien sûr, merci à l'éclairage des experts. Véronique, je te laisse vraiment le mot de la fin, éventuellement pour conclure. Et puis voilà, Voilà, eh bien, nous avons trouvé un secteur intéressant dans lequel il semble que l'investissement a de l'avenir. Nous avons repéré des choses parce que dans la gestion de portefeuille, c'est très important d'avoir des investissements d'avenir. Et le vieillissement, étonnamment, est un investissement qui est un investissement d'avenir, que ce soit en direct, en titre vif, ou que ce soit en gestion déléguée via des ETF. Donc, je remercie tout le monde de cette réunion qui va donner beaucoup d'idées d'investissement, je n'en doute pas, et vous retrouvez sur le site d'EasyBourse toutes les informations et toutes les fiches techniques. je vous souhaite une très très bonne soirée à tous et au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.